Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers tous, je vous propose de démarrer cette session ministérielle et je vais inviter Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et de la négociation internationale sur le climat et la nature, à nous rejoindre et à introduire cette table ronde. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, chère Anne-Cécile Violent, et merci d'abord d'avoir accepté de bien vouloir modérer la table ronde qui va suivre. Mesdames et messieurs, longtemps nous avons protégé notre nature pour protéger la beauté de nos paysages et la diversité de nos espèces. Désormais, nous la protégeons aussi pour nous protéger nous-mêmes. Car chaque jour qui passe, la science nous donne davantage à voir ce lien étroit, mais longtemps ignoré, qu'il existe entre notre santé et celle du monde qui nous entoure. Comme le disait le biologiste américain Barry Commoner, la première règle de l'écologie est que les éléments sont tous liés les uns aux autres. Cela signifie aussi qu'une crise en appelle une autre, mais aussi qu'à l'inverse, une solution en apporte de nouvelles. Cela à condition de commencer par regarder certaines réalités en face. La première d'entre elles est qu'il existe une relation étroite entre la destruction de nos écosystèmes et la diffusion des épidémies. Car à mesure que notre monde se réchauffe, que nos forêts se réduisent, et que nos sols se bétonisent, les espèces se déplacent. Et avec elles, ce sont aussi des virus et des bactéries qui migrent d'un territoire à l'autre et mutent au gré des organismes vivants qu'ils rencontrent. Les exemples ne manquent pas. En Europe, sous l'effet du changement climatique, le moustique tigre s'est implanté dans plus d'une quinzaine de pays en moins de 20 ans. Avec lui, ce sont des maladies comme la dengue ou le chikungunya qui commencent à apparaître là où elles étaient inconnues. En Afrique de l'Ouest, la déforestation a amené certaines espèces de chauves-souris à se rapprocher des populations humaines. Et ce rapprochement a été identifié comme l'un des points de départ du virus Ebola. Selon une étude publiée en 2022, le changement climatique pourrait provoquer plus de 15 000 événements de transmission virale entre espèces animales d'ici 2070. Or, la pandémie de Covid-19 nous a rappelé avec force l'impact d'une crise sanitaire mondiale sur nos systèmes de santé, nos modes de vie et nos économies. Il s'agit donc dès à présent d'anticiper ces 15 000 risques à venir, une nouvelle fois, et anticiper le fait que notre monde puisse s'arrêter. La deuxième réalité que nous devons regarder en face est une réalité qui s'exprime sur le temps long, car le lien entre environnement et santé ne se limite pas aux maladies infectieuses. Il résulte aussi de l'absorption continue de substances toxiques, de poisons qui s'immiscent dans notre corps et avec le temps viennent en perturber le fonctionnement. Je pense d'abord à la pollution de l'air, responsable selon l'Organisation mondiale de la santé d'environ 7 millions de décès prématurés par an. Je pense aussi à la pollution de nos eaux, de nos sols et de nos aliments, notamment du fait des pollutions plastiques. Car chaque année, plus de 400 millions, voire 450 millions de tonnes sont produites dans le monde et moins de 20% sont recyclées. Le reste s'accumule dans nos sols, dans nos eaux, mais aussi dans nos corps, dans notre sang, dans nos poumons et même dans le placenta. Il y a aussi le sujet encore moins connu des PFAS. Ces polluants éternels qui voyagent sur plusieurs milliers de kilomètres
et s'accumule dans nos écosystèmes et dans les organismes vivants, avec derrière des conséquences sanitaires préoccupantes. Augmentation du risque de cancer, perturbation du système hormonal et affaiblissement des défenses immunitaires. Là encore, cette réalité nous renvoie à un constat clair. Perturber notre environnement, c'est aussi perturber notre santé. Et ce constat nous amène à renouveler notre approche, à sortir d'une vision cloisonnée pour adopter une vision globale, cette fameuse approche One Health qui nous réunit aujourd'hui. Une approche qui ne doit pas être réduite à un concept théorique, mais qui doit se traduire par des politiques très concrètes au niveau national comme au niveau international. Car les virus ne connaissent pas les frontières et les pollutions non plus. Ces politiques doivent d'abord nous permettre de mieux comprendre, de mieux documenter la manière dont les déplacements d'espèces et les pollutions peuvent impacter notre santé. Et c'est d'abord le rôle de la science et des scientifiques. Certains sont d'ailleurs présents parmi nous aujourd'hui. J'en profite pour les remercier pour leurs travaux très précieux. Je pense notamment à ceux de l'Alliance pour l'exposome qui seront évoqués tout à l'heure. Bien sûr, cantonner ce rôle aux scientifiques ne suffit pas, car les États aussi doivent jouer leur rôle. D'abord, pour affirmer le rôle essentiel de la science, car nous l'avons vu lors des négociations sur le traité plastique, lorsque la science échoue, c'est la nature qui échoue. Mais aussi pour soutenir l'émergence de projets de recherche globaux, car c'est seulement là où il y a un agenda scientifique commun qu'il peut y avoir un agenda politique partagé. Et l'adoption, dans le cadre de ce sommet, d'une déclaration One Health and Beyond sur les liens entre climat et santé envoie à cet égard un signal très positif. En tant qu'État, il nous importe aussi de bâtir des règles ambitieuses, notamment afin de réduire les pollutions à la source. Je pense en particulier aux pollutions plastiques sur lesquelles les dernières négociations ont échoué face à la résistance de certains pays, notamment pétroliers. Pourtant, une avalanche de plastique nous attend, car si nous ne faisons rien, la production pourrait tripler d'ici 2060. Or, nous le savons, des alternatives sont à portée de main. Mais nous avons désormais besoin d'un signal politique fort pour que celle-ci puisse se frayer un chemin. C'est pourquoi nous devons relancer la dynamique autour d'un traité plastique ambitieux que près de 100 pays avaient d'ailleurs appelé de leur vœu dans les semaines précédant les dernières négociations. Je laisserai l'ambassadrice pour l'environnement Barbara Pompili y revenir plus en détail. Les enjeux sanitaires nous invitent aussi à bâtir des règles ambitieuses pour protéger et restaurer nos écosystèmes. Car je le redis, une nature en bonne santé est un rempart face aux maladies. Comme elle l'a fait à l'occasion de la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, la France continuera de porter une position ambitieuse pour protéger la biodiversité, notamment à travers la présidence française du G7. Et c'est dans ce cadre que j'ai souhaité inscrire à l'ordre du jour de la réunion ministérielle qui se tiendra dans 10 jours, le financement de la biodiversité et la protection des aires marines protégées. Bien sûr, une parole n'est forte sur la scène internationale que si elle s'accompagne d'actions concrètes au niveau interne. À notre échelle, des mesures ont été mises en œuvre au niveau de l'Union européenne. Je pense en particulier au règlement européen sur les produits chimiques adopté en 2023, grâce auquel nous pouvons interdire et limiter les substances jugées dangereuses. Des mesures ont aussi été mises en œuvre au niveau de la France. Je pense notamment à notre ambition sur le plastique avec l'inscription dans la loi de la fin du plastique jetable à horizon 2040, qui se traduit déjà
par l'interdiction de certains objets emblématiques tels que les pailles ou les couverts en plastique. Je pense aussi aux actions mises en œuvre contre les PFAS, avec leur interdiction depuis le 1er janvier 2026 dans nos cosmétiques, nos vêtements et nos chaussures. Et je remercie la députée Anne-Cécile Violent qui, en plus d'avoir accepté de modérer les tables rondes de ce matin, s'est fortement engagée sur l'ensemble de ces sujets. Si nous pouvons regarder ces avancées positivement, nous devons aussi faire preuve d'humilité, car les sources de pollution demeurent nombreuses et nos actions doivent encore être renforcées, en particulier s'agissant des PFAS. Il nous faut davantage les contrôler et c'est pourquoi 2 nouvelles substances, dont le bien connu TFA, seront prochainement intégrées aux contrôles réalisés sur l'eau potable. Il nous faut aussi davantage les limiter à la source. C'est pour cela que des mesures seront mises en œuvre à l'été pour déterminer des seuils de présence maximaux dans les boues qui sortent de nos stations d'épuration. Ces sujets sont des sujets qui nous concernent tous, acteurs publics, entreprises et citoyens. C'est justement pour mieux sensibiliser les professionnels et les populations que nous allons lancer avec ma collègue Stéphanie Rist un grand plan de sensibilisation. Je suis également très heureuse que le secteur privé soit représenté ce matin par la Fédération des entreprises de la beauté. Mesdames et messieurs, la nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. La vérité, c'est ce qu'on croit. Et la nature, c'est toi-même. Ces mots sont ceux de George Sand. Avec poésie, il nous rappelle que la nature est nous-mêmes, qu'elle n'évolue pas indépendamment de nous, mais qu'elle en est le prolongement. Et qu'en prendre soin, c'est donc prendre soin de nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour ces mots. Merci pour l'organisation de cette session thématique pour un environnement favorable aux 3 santé. Vous l'avez dit, l'importance de la science, l'importance de nos chercheurs. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est d'abord grâce aux scientifiques du monde entier, qui mènent un travail remarquable, acharné et inspirant depuis de nombreuses années pour nous documenter, nous interpeller, nous alerter. Et à ce titre, je suis extrêmement honorée d'accueillir Madame Megan Dinet qui pourra nous éclairer sur les conséquences de la pollution mondiale par les plastiques. Je vous en prie, Megan. Ministers, Excellencies, distinguished colleagues, it's an absolute privilege to be here. Thank you so much. Scientists are often called pessimistic. I think this is unfair. However, what I'm about to tell you is certainly going to do nothing to dissuade this particular opinion. But what I will say is that I am hopeful that by being here today and truly acknowledging where we're at with plastics pollution and its impacts across One Health, and adopting this broader thinking as we move forwards, we can create positive change because the transition is needed now. We have clear evidence of pollution and harmful emissions across the entire plastics life cycle, from raw material extraction to polymer production, product manufacture, through the extensive use of plastics products throughout different sectors globally, their transportation to their end-of-life fates, including their persistence in the environment. And across these stages, plastics life cycles are emitting greenhouse gases, air pollutants, chemicals, micro and nanoplastics, and materials and debris. And these are released to the ecosphere and then with cascading harms throughout environments and living organisms. Fenceline and frontline communities and Indigenous communities and workers have long been sounding the alarm on these harms, and they're the ones that are suffering disproportionate burdens from plastics pollution. But we are all exposed, and I'm going to outline a few of these examples as the Minister has so fantastically done already.
We know that primary plastics production alone is the biggest contributor to greenhouse gases across plastics life cycles, accounting for more than 4% of the aviation sector. And of course, as we've heard already this morning, climate change is already damaging human health through premature deaths and disease, not least linked to dangerously high temperatures, to the spread of disease, to extreme weather events and disruptions to food systems, with an approximated 500,000 premature deaths linked to heat every year. Workers in fence-line communities are exposed to dangerous levels of toxic substances, including benzene and ethylene oxide, for example. And in one example, in the air surrounding US petrochemical sites in Louisiana, levels of ethylene oxide reached up to 1,000 times what was previously estimated and well above what's considered safe. And in evidence syntheses across studies in the UK, the US, Europe, and Taiwan, an estimated 20 to 30% increase in incidence of leukemia was seen for those living closest to petrochemical sites. Plastics that we're producing today are a chemically complex group of materials, and we know that over 16,000 different chemicals have been identified in plastics, more than a quarter of which are known to be hazardous, and this includes carcinogens, mutagens, and endocrine disruptors. Concerningly, around 2/3 of these chemicals do not have disclosed safety assessment data, and less than 6% are regulated globally. And the various combinations of these chemicals in plastics contribute a substantial proportion of plastics by mass, including at tens of percent. Our products are traded extensively through global markets, and chemicals are released during their widespread use, including from food packaging, children's toys, and even medical devices. And just to give you an example, 61 different chemical carcinogens linked to breast cancer have been released from food packaging into its contents under conditions of normal use. And a quarter of the 14,000 chemicals identified in plastics and other food contact materials have also been identified in human bodies. And just to give one example of this is DEHP, a plasticizer in plastics, and that's now been associated with 350,000 premature deaths from cardiovascular disease in 2018 and 2 million cases of preterm birth. And this is just one of the thousands of chemicals identified in plastics. We have evidence for others too, linked to many different health impacts, and some at even extremely low doses. And this is obviously particularly concerning for those who are at early stages of development, including during pregnancy and early childhood. However, it also affects us all. In biomonitoring studies throughout 2014 to 2020, 92% of European adults were found to have concerning levels of BPA in their bodies. And for France, this was 100% of adults. And in fact, also 50% of these adults also had presence in their bodies of BPA substitute chemicals, which have also been linked to certain health outcomes. From a scientific standpoint, this is extraordinary. We're studying effects in populations that have almost exclusively or completely been exposed, including before birth. And so the lesson is clear. We do have sufficient evidence to warrant immediate action, and the need for this is only being exacerbated by increasing evidence of emerging risks through other aspects of plastics pollution. To give you an example, micro and nanoplastics are now contaminating agricultural soils, and we have evidence that they are damaging soil ecosystems, including specific species, key species, such as earthworms and pollinators, with the potential to reduce plant growth. And this is deeply concerning, obviously, going forwards for food production, food security, and food safety, including from contamination from packaging. Microplastics have now been identified in many different aspects of human tissues, and the early effects, including in humans, have already suggested that they may damage gut linings, alter microbiomes, also induce inflammatory and immune responses, with the potential for the smallest particles to even translate crossing biological barriers. We have to also be careful of solutions. Mechanical recycling, as we've heard, has remained inefficient. Less than 9% of plastics globally throughout time have ever been recycled, and less than 10% of these more than once. And so we're really prolonging plastics, and just they're becoming waste after that. Chemical recycling is also energy intensive. And we're seeing also increased risks from reusing and recycling plastics from the release of micro and nanoplastics and also chemicals. And recycling can increase the chemical complexity of recycled plastics.
The informal waste sector is recycling about 60% of our global plastics recycling, and this includes an estimated 10 to 20 million people on the front lines of managing mixed global waste in unsafe and unhygienic conditions. Air pollutants, greenhouse gases, and toxic chemicals are further being exacerbated and released during incineration and open burning. And this is a major challenge for countries, many countries across Africa and Asia, where there's insufficient waste management infrastructure. And finally, plastics waste and litter can compromise sanitation systems, exacerbate flooding and the spread of disease, and it's also being consumed by livestock, working animals and wildlife, and that's resulting in them becoming sick or dying, with major consequences, of course, for livelihoods, food security, and ultimately human health. And just to end, plastics litter in the environment continues to release micro and nanoplastics and chemicals as it degrades. And we know already that these are spreading to the most remote corners of the world. Despite this evidence, plastics production is continuing to rise over time, with an estimated doubling of health burdens by 2040. We know that this is being passed through air, water, soil, food systems, and even in our bodies. So it's both transboundary and persistent, with multiple feedback loops for human health. The most important shift in our understanding is this. Plastics waste can no longer be treated as just a waste issue or just an environmental issue. It's a global health imperative necessitating a full life cycle approach. And this is imperative also in the development of the Global Plastics Treaty and, of course, to the upholding of the human right to health and the human right to a healthy, clean, safe and sustainable environment. One Health perspective acknowledges these harms, and science and traditional knowledge can guide us to solutions. And these include the clear need to reduce plastics production, also to chemically simplify, to increase transparency, and to remove the most harmful chemicals from products and materials. We need to streamline transitions to safer and sustainable practices and systems, not just replace one material or one substance with another. And this, again, can be guided by science free of conflict of interest, traditional knowledge, and with the foresight that the One Health perspective provides. Thank you very much. Merci beaucoup, Mégane. Nous avons la chance aussi d'accueillir un autre scientifique, Monsieur Xavier Coumoul. Je vous en prie, venez sur place. Il pourra nous faire un état des lieux sur les polluants de l'environnement et leurs effets sur la santé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. So, thank you very much for the invitation. I think I need to talk in English. Yeah, it's okay. Okay, fine. No, whenever. Okay, comme je veux. But my slides are in English, so I think it will be better in a cognitive way to talk about it. Anyway. So I'm going to talk about the chemical exposome and why it is so important, especially in the context of the exposome, which includes other kind of compounds. And to start, just a definition of the chemical exposome and of the exposome. These are all our exposure from conceptions to death, which include, of course, the chemicals, the pollutants, the ones which are included in microplastic or nanoplastic, but also the ones that you can find in the biological compounds, virus, bacteria, the one from the physical compounds, noise, UV, temperature also, which is important if you think about climate change, and also the psychosocial components. And all these, of course, interact with our genetics and our epigenetics, leading to disease and sometimes to well-being, because in the exposome you also find positive aspects, such as, for example, exposure to green space. So the exposome clearly matters. This is an extract from a Nature Medicine article in 2025, in which you can see on the bottom several kinds of disease, including, for example, chronic liver disease on the left. And the part of the exposome in such kind of disease is highlighted in green. So you can see for some disease, the exposome clearly matters. And this is why I'm talking about it today. In the chemical exposome, if I'm now being more specific on one of these four components of the exposome, the only number that you need to remember is 100 and 1,000. Yeah, whenever, 100,000. Just confused there.
100,000 compounds. So, and this image is very important because the icebergs clearly highlight the fact that 500 of them are well characterized in terms of toxicity, in terms of hazard, in terms of exposure, but 70,000 of them are clearly poorly characterized, and especially if you consider cocktails which are not typically assessed. There is some start, but it's not very good at this point. So what is the problem? The fact that we are exposed to potentially those 100,000 chemicals, this time I did it well, which are currently on the market, and for every one of you, if I take some blood samples, I will not do that, but if I take some blood samples at the end of the sessions and I measure your chemicals in your blood, everyone will have different kind of mixture. So it's, you know, a huge diversity of compounds we have to face, which are there, a few examples of them. I think it's important to remember that you have to distinguish persistent organic pollutants on the upper part of the slides with polychlorinated biphenyl, with PFAS, with, for example, also dioxin, and on the bottom part, non-persistent chemicals you are exposed to, including bisphenols, including phthalates. It is also very important to remember that you are regularly exposed to such kind of chemicals. So even if they are not persistent, because you are able to detoxify them, you are currently regularly exposed, therefore they have to be considered as semi-persistent. So in the case of PFAS, I'm glad that it was introduced just before, those famous eternal pollutants. Not all of them are eternal, but they are known like this. There are substances which includes, let's see if I can do that. No. Which include fluors, and they are very interesting because they are waterproof, non-sticky, highly stable, but due to that, we are exposed to them a lot because there are roughly 11,000 substances currently on the market. We are exposed, you just have to pick the pink slot, ingestions, inhalations, skin contacts, through cosmetics. We are exposed through multiple ways to such kind of compounds, and because they are highly stable, a lot of them are highly persistent. And our contaminations is not about one PFAS, but potentially more than 10,000 PFAS. Their toxicity, because this is the exposure part, as you understand, we also have to assess toxicity. We did it as scientists. A lot of people are working on PFAS because they are on the market since the 50s. And as you can see, women, men, others are currently potentially intoxicated and therefore develop disease, included in red, for example, immunosuppression, cancer, dyslipidemia, which is a kind of metabolic disease, and for children, low birth weight. And as you can see on the bottom part, fertility, female infertility, male infertility, birth outcomes are clearly highly highlighted when you consider PFAS. So the problem is that we are exposed to all those chemicals, and lots of them are toxic, while we don't really know how they can be toxic, because, for example, we do not assess metabolic disease at the regulatory level. So definitely, in terms of toxicology, I have to be modest, because we have limits when we assess chemical. And, for example, to give you a panel of I will say points which are clearly limits of classical toxicology. When you talk about dose makes poisons for lots of chemicals, this is not really true due to non-monotonous effect. We have to consider also that our evaluation of chemicals is done by substance and not by family, and clearly we ignore also mixture. It is very difficult to assess also chronic exposure and the consequence of repeated exposure, especially for non-persistent chemicals. There's clearly a poor transposability of animal models, and it's really hard to test 100,000 chemicals. Also, which is a point which is not assessed, we don't really know sometimes how our chemicals interact with different components of the exposome. Just to give you an example, very simple. Due to climate change, due to loss of biodiversity, the season of pollination and pollen season is clearly delayed. Sometimes you have slots of pollen
expander, which is pretty high, and such pollens can interact with pollutants, including ozones, which is due to our anthropogenic activities. And pollen fragmentations can be due to ozone, and ozone also is really bottom at the atmosphere level, so babies are clearly highly exposed to them. And when you think about it, the combination of ozone and pollen leads to a higher penetrations of such pollens in the lung and potentially a development of allergy. In 2050, the projection in terms of allergen of the human population is 50% of persons being allergic. So clearly, this could be the results of such interaction. So definitely, us, as toxicologists, we have to be modest because we assess at this point a simplified world, while real-life exposure is complex. And clearly, this pollution, as I just show you with this a short example with ozone and pollens. This pollution is interconnected at the level of humans, animal, plants, and ecosystem, and clearly it requires integrated action. So in an international group and national group in France, some recognition has been done. I just recall them because it has been highlighted yesterday during some sessions. Pillar 1, to promote a safe and sustainable by design, which basically, to sum up, to make a long story short, clearly design products which can be at the origin safe and sustainable, better characterizing real-life exposure. We talk about microplastic. For some of them, it's still difficult to distinguish them with lipids, for example, and also assess the danger, the hazards of these chemicals, and also understand the impact and enabling mitigation across One Health systems. And so to conclude, because we only have 7 minutes, okay, I think I'm quite, not so good on that. Anyway, try to be fast, but it's the G7. Anyway, again, there's only 500 substances. We know very well the danger and exposure. 70% of them are poorly characterized. And again, I show you those 3 recommendations we did in the group. Thank you very much for your attention. Merci. Merci beaucoup Xavier. Merci pour ces 2 présentations scientifiques qui nous permettent justement d'introduire les prochaines interventions. Ces données scientifiques clairement établies nous rappellent à la fois l'urgence mais aussi la complexité de ces enjeux. Nous sommes tous concernés et nous savons que la transition sera réussie si nous prenons chacun notre responsabilité. Et c'est tout à fait le sens de l'initiative que vous portez, cher Christophe, une alliance transpartisane, Alliance Exposome, associant les scientifiques, les parlementaires européens et la société civile. Je vous en prie, rejoignez-nous. Christophe, le député européen Christophe Clergeau. Merci. Merci beaucoup Anne-Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Madame la Ministre et au gouvernement français, aux organisateurs de ce sommet pour l'opportunité d'intervenir. Et je suis très heureux de le faire à Lyon puisque cette ville et cette métropole ont été exemplaires dans les politiques santé-environnement sur les questions de PFAS, de chimie et autres sujets. Alors j'interviens aujourd'hui comme député européen socialiste, vice-président de mon groupe. Mon portefeuille de vice-président, c'est une planète en bonne santé pour des Européens en bonne santé, donc on est au cœur du sujet, mais d'abord comme porte-parole, comme l'a dit Anne-Cécile Violent, d'une démarche transpartisane, cette Exposome Alliance, qui n'est pas une organisation, qui est une plateforme de coopération derrière les scientifiques, et c'est très important, et qui fédère des députés de tous les groupes politiques de l'arc pro-européen et démocratique au Parlement européen, des acteurs de la société civile, ONG, mais aussi acteurs économiques comme les mutuelles. Et tous ensemble, nous défendons un agenda sur l'Exposome. Donc je vais vous dire rapidement pourquoi nous le faisons et qu'est-ce que nous voulons réaliser et en quoi je pense que cela peut intéresser tout le monde ici. D'abord, nous le faisons derrière les scientifiques. Je suis ici comme porte-parole, mais je demande aux scientifiques d'être les leaders de ce combat, parce que c'est eux qui ont la légitimité de faire partager l'urgence d'agir sur l'Exposome. Et merci à celles et ceux qui sont intervenus jusqu'avant moi.
Et il y a aujourd'hui des connaissances très robustes, 20 ans de travail sur l'exposome dans toutes ses dimensions, des données et des méthodes qui sont clairement établies et qui ont été reconnues, pris en compte par le Parlement européen. Ensuite, nous avons en commun la compréhension d'une épidémie qui vient, l'explosion des maladies chroniques. On nous parle d'un doublement des maladies chroniques en Europe d'ici à 2050. Également la conscience de l'explosion des dépenses de santé avec le vieillissement et les maladies chroniques et du caractère non soutenable de cette évolution. Donc pour nous, il y a un enjeu de santé, de solidarité et de compétitivité qui nous pousse à vouloir mettre la question de la prévention au cœur de toutes les politiques publiques européennes, en France et dans le monde. Et la prévention, ce n'est pas seulement se faire détecter précocement et moins fumer, mieux manger, plus bouger. Non, ce sont aussi tous les déterminants sociaux et environnementaux qui concourent au déclenchement des maladies. Alors qu'est-ce qu'on comprend par l'exposome? Avec les mots les plus simples possibles. Tout simplement, là où vous vivez, comment vous vivez, là où vous travaillez, comment vous travaillez, les pollutions et les produits dangereux auxquels vous êtes exposés concourent à l'explosion des maladies chroniques, ont un impact sur votre santé. Et donc, effectivement, ce n'est plus une analyse par les déterminants de santé, par les produits pris les uns à côté des autres, mais bien une approche systémique et qui met l'accent sur les effets cocktails, sur les effets cumulés, une démarche où même les faibles doses comptent et où les effets se combinent pour dégrader la santé humaine. Et quand les chercheurs nous disent que 80% des maladies sont liées à l'exposome, alors que depuis 20 ans, on a mis l'essentiel de l'action publique et des investissements sur le génome, eh bien, il nous semble qu'il est nécessaire de rééquilibrer cet agenda politique. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous voulons faire concrètement? Eh bien, on a des objectifs qui sont européens, mais qui, je crois, peuvent être déclinés dans chaque pays et à l'échelle internationale. D'abord, un effort massif de recherche sur l'exposome. Aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros sur 7 ans, quand le génome, c'est 5 milliards. Donc, aller à 1 milliard de recherche sur l'exposome dans le prochain programme cadre de recherche européen, dont 500 millions pour la recherche fondamentale. Avoir une initiative sur le croisement des données de santé et des données sociales et environnementales à l'échelle européenne, des données disponibles, mobilisables, interopérables. On a en France l'exemple du Green Data for Health, et Pierre Breton va s'exprimer tout à l'heure, et une déclaration qui est en cours de signature pendant ce sommet sur le One Health Data Convergence, et j'espère que la Commission européenne va signer cette déclaration avant la fin de ce sommet. Au croisement de la recherche et des data, nous voulons une cohorte de 10 millions d'Européens qui soient suivis dans le temps pour avoir un accélérateur de la recherche et des données plus robustes. Et puis nous appelons à ce qu'il y ait enfin, à l'échelle européenne, un grand plan prévention qui puisse être mené en complémentarité et en coordination avec les États membres. Donc j'espère que 2026 sera une année de tournant, de changement d'échelle et de concrétisation pour les approches One Health et Exposome, une année qui sera vue par l'histoire comme l'an 1 de la révolution de la prévention en santé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Christophe. Je vais inviter nos ministres à monter sur scène. Madame Barbara Pompili, ambassadrice pour l'environnement. Madame Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable du Maroc. Madame Marie Moutoni Mouriou, secrétaire d'État du département de la santé publique au Kenya. Et Madame Anaït Avanessian, ministre de la Santé d'Arménie. Effectivement, les constats scientifiques étant faits, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des leviers politiques et c'est grâce à des personnalités comme nous avons aujourd'hui autour de la table que nous pourrons apporter une réponse structurée, coordonnée et véritablement ambitieuse sur ces questions de gouvernance d'instances internationales, non seulement au niveau local, au niveau européen et évidemment au niveau international. La parole est à vous, mesdames. Ok.
Merci beaucoup, Anne-Cécile, et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, surtout après des introductions comme celles que nous avons eues, que ce soit Mégane, que ce soit Xavier ou que ce soit notre député européen. Je crois qu'ils ont posé les termes du débat et ont montré à quel point on ne pouvait plus faire l'impasse sur les expositions qui nous touchent tous les jours dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice à l'environnement, moi je suis chargée des négociations sur le traité international sur le plastique. Je crois que je n'ai pas à ajouter grand-chose sur la démonstration qui a été faite. Le plastique a un impact énorme sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement et sur les animaux. Je ne vais pas ressortir les chiffres qui vous ont été sortis, qui, je crois, ont convaincu tout le monde. Rappelons-nous que maintenant, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que même dans ma famille, les gens le savaient, c'est-à-dire que ça commence à infuser, que chaque semaine, nous ingérons 5 grammes de plastique, soit l'équivalent d'une carte bancaire. Ce sont des exemples comme ça, un peu parlants, qui nous permettent aussi de nous rendre compte de ce à quoi nous devons faire face. Et évidemment, nous avons aussi maintenant des preuves que l'impact sur la santé est extrêmement négatif. La science est claire et donc maintenant, il faut agir. Il faut agir que ce soit au niveau local, au niveau national, mais aussi international. L'ANUE, l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, l'ANUE 5, en 2022, a décidé de lancer des négociations pour un traité international sur le plastique qui soit contraignant, c'est-à-dire qui impose un certain nombre de règles, de régulations pour nous permettre de contenir la pollution plastique. Le sujet que nous sommes en train de gérer est d'abord de parler des contours de ce traité. Nous avons évidemment des énormes intérêts économiques qui sont en jeu et qui entraînent des oppositions auxquelles nous devons faire face d'un certain nombre de pays qui ont peur pour leur développement économique, pour leur modèle économique et qui nous disent, vous vous rendez compte, si on réduit la production de plastique, ça va avoir un impact définitif sur l'emploi dans notre pays et sur toute notre activité. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas parce que c'est au cœur du sujet. Et donc, on nous dit peut-être que si on faisait un traité qui nous permettait de mieux gérer ensemble les déchets plastiques, ce serait peut-être suffisant. Et donc, cette question est une question qui est omniprésente. Et c'est pourquoi la science est importante. C'est pourquoi on a besoin de ce genre de démonstration pour montrer que, en fait, le problème du plastique n'est pas qu'un problème de gestion de déchets. C'est le matériau en lui-même, la manière dont il est produit, sa composition, qui a un impact très fort sur notre santé. Et même si c'était qu'une question de gestion des déchets, le taux de recyclage est si faible, si pauvre, puisqu'on est à moins de 15% de recyclage, les chiffres bougent, hein, mais à moins de 15% de recyclage au niveau mondial, on ne peut pas se contenter de cela, d'autant plus que le recyclage n'abaisse pas les problèmes d'exposition à un certain nombre de substances. Donc voilà où nous en sommes. Nous en sommes aujourd'hui à un moment où il faut réussir à convaincre que si nous n'agissons pas, nous allons avoir la production qui va doubler d'ici 2040, mais qui va tripler aussi d'ici 2060. Une production qui triple, c'est 3 fois les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, alors que nous ne sommes même pas capables de gérer aujourd'hui les déchets qui sont produits actuellement. Je crois qu'on ne peut réussir que si on réussit à donner une dimension positive à ce traité. Ce n'est pas suffisant juste de dire qu'on va améliorer la santé humaine et la santé environnementale. J'aimerais que ce soit suffisant, mais ça ne l'est pas. Donc on doit aussi montrer que ce sera positif pour les économies de tous les pays. Et donc j'invite tout le monde ici à pousser, et évidemment aux ministres qui sont avec nous aujourd'hui, à pousser auprès de leurs écosystèmes pour leur dire un traité, c'est pas pour l'année prochaine. On va continuer à produire du plastique pendant encore longtemps. On va avoir besoin de plastique pendant encore longtemps. Mais ce traité, il peut être l'occasion pour toute la communauté internationale, un, de s'attaquer à ce problème, et deux, de se dire on va construire le monde de demain où dans 10, 15, 20, 30 ans, on va réduire la part du plastique
augmenter la part d'alternatives, y compris aussi d'alternatives en termes de comportement, mais qui vont nous permettre de mieux vivre en étant moins dépendants de ces matériaux qui ont un si gros impact. Je crois que dans la période aussi, on peut peut-être rajouter qu'être moins dépendant du pétrole, actuellement, ce serait plutôt une bonne idée pour tout le monde, y compris pour la souveraineté économique d'un certain nombre de pays. Voilà les enjeux. Je rappelle un chiffre qui est un chiffre important. Le coût économique aujourd'hui de la pollution plastique, juste le coût économique, c'est 7 milliards de dollars US pour la seule année 2019 et ça ne fera qu'augmenter. Merci beaucoup et je souhaite que sur ce traité, on puisse avancer déjà aujourd'hui en envoyant un certain nombre de signaux. Il y a l'appel des scientifiques qui a été lancé. Plus un grand nombre de pays pourra endosser cet appel en disant « écoutons ce que les scientifiques nous disent, mieux ce sera ». Et plus aussi des pays peuvent donner des exemples en disant bah, « écoutez, nous on a déjà fait ça sur la pollution plastique, par exemple sur la réduction des microplastiques ». C'est aussi donner des exemples pour montrer qu'au-delà des grands discours, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Je vous propose, Madame Leïla Ben Ali, de poursuivre, donc ministre de la Transition énergétique et du Développement durable au Maroc. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, j'ai d'abord vérifié que la traduction, que nous avions de bons traducteurs, et je confirme que nous avons de très bons traducteurs, donc je vais parler en français au lieu de l'anglais. Mais je voulais vraiment remercier le gouvernement français pour l'organisation de cette session, parce qu'elle consacre un enjeu essentiel et central pour l'avenir de nos sociétés. Et c'est un enjeu d'autant plus central pendant ce moment de vérité, marqué par une violence accrue des conflits, notamment bien entendu au Moyen-Orient. Et nous ne pouvons pas détourner le regard de ce rappel brutal, parce que les guerres, qui deviennent de plus en plus sophistiquées aujourd'hui, détruisent, comme vous l'avez vu, des systèmes de santé, l'environnement, et privent les populations de soins essentiels, aggravent les crises sanitaires et environnementales et compromettent durablement l'avenir. Pourquoi je vous parle de cela? Pas uniquement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des guerres de plus en plus violentes qui se passent. Mais c'est parce que notre chère amie, Madame l'ambassadeur Barbara Pompili en a parlé. L'ANUE 5 avait consacré le besoin d'un traité international sur le plastique. Je vous le rappelle, l'ANUE 5 a eu le Covid. Et le Royaume du Maroc a été président de l'ANUE 6. J'ai été personnellement présidente de l'ANUE 6, où j'ai pris en charge cette présidence avec le début de la guerre russo-ukrainienne, et j'ai fini cette présidence juste après le 7 octobre. Et donc je peux vous dire que lorsque vous avez dans la salle 193 pays, 193 en général ministres de l'Environnement, qui essayent, autant que faire se peut, de ramener l'environnement dans l'enceinte des Nations Unies ou autres, dans des négociations, alors que leur population se font massacrer ou que leur pays est en plein conflit ou est un dommage collatéral d'un conflit qui ne le regarde même pas. Je peux vous dire que les négociations, concentrer tout ce monde-là sur, par exemple, le traité plastique, est très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que nous voulons absolument avoir un consensus. Et donc, pour arriver à avancer dans nos discussions, dans un monde qui s'accélère, dans un monde où, comme je l'ai dit, les conflits qui ont un impact réel sur notre environnement deviennent de plus en plus sophistiqués, il faudra aussi également peut-être réfléchir à ce besoin de consensus sur les traités que nous essayons de mettre en place, surtout que nous avons accès aujourd'hui, et j'en profite pour féliciter nos scientifiques, à une multitude de données qui prouvent aujourd'hui, sans complaisance, les problématiques et l'impact de ces problématiques
environnementale. Donc aujourd'hui, défendre un environnement favorable à la santé, favorable à non seulement la protection de l'environnement, mais à un environnement sain, n'est plus uniquement un droit constitutionnel, c'est inscrit dans la Constitution du Royaume du Maroc, mais c'est également porter un message et une exigence très claire, celle de la paix, celle de la protection des civils, du respect, bien entendu, des infrastructures sanitaires, c'est le minimum, mais également le respect de l'environnement. Et tout cela devrait rester en théorie des sanctuaires en toutes circonstances. Les récentes pandémies qui ont frappé l'humanité lèvent toute ambiguïté. La santé animale, humaine et environnementale ne peuvent plus être pensées séparément. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis aujourd'hui, la communauté scientifique, politique et business, ensemble à Lyon, parce que nous sommes tous convaincus que le modèle du One Health n'est plus à négocier. Et les données scientifiques aujourd'hui convergent pour souligner l'ampleur et la complexité des impacts des pollutions sur les écosystèmes et sur notre santé. La question du plastique a été en effet longuement présentée, débattue. Si je peux vous donner un exemple dans les milieux marins, et là je vais vous donner l'exemple de la mer Méditerranée que nous partageons avec la France. Nous avons aujourd'hui plus de 2 millions de particules plastiques par kilomètre carré. Alors vous pouvez me dire oui, parce que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde, etc. Excusez-moi, on a un problème. C'est quand même le berceau de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous arrivons à un point, enfin je peux vous donner d'autres exemples qui ont été communiqués par différentes communautés. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que le Royaume du Maroc réaffirme son attachement à une action publique, éclairée bien entendu par la science, et fondée sur des connaissances partagées, mais adaptées aux réalités de chacun. Et c'est là où le bât blesse. Parce que, vous l'avez dit, dans mon portefeuille ministériel, il y a l'énergie, les mines, le climat, l'environnement, le développement durable. Et le changement climatique vient aujourd'hui amplifier ces risques. Il intensifie, nous l'avons vu au Maroc, les vagues de chaleur. Il aggrave le stress hydrique. Il crée des cyclones, des inondations qui sont en plus de plus en plus violentes. Nous en avons eu en fin d'année et en début de cette année. Et accentue, bien entendu, comme cela a été démontré par nos scientifiques, les expositions aux polluants avec des conséquences graves. Donc aujourd'hui, la question, et je suis d'accord avec ceux qui m'ont précédé, la question devient profondément politique. Et elle interroge nos modèles de développement et notre capacité collective à anticiper plutôt qu'à subir. Et moi, je peux vous donner un exemple, ne serait-ce qu'en termes de pollution plastique. Alors, le Maroc a été en avance par rapport à plusieurs pays dans la mise en place d'une politique de zéro plastique, dans son engagement non seulement climatique et environnemental. Mais le week-end du 28 février, lorsque la guerre au Moyen-Orient avait démarré, enfin, la dernière guerre au Moyen-Orient avait démarré, nous avions eu un bateau qui a lâché plus de 83 conteneurs au large du port de Casablanca, avec une pollution plastique, parce que ces conteneurs contenaient des produits alimentaires emballés avec des emballages plastiques, dont le monde, moi en tant que ministre de l'Environnement, c'était une première pour nous, et donc j'ai fait appel à nos analystes, et on m'a dit que dans le monde, il y a en moyenne 500 conteneurs qui étaient perdus en haute mer. Nous en avions plus de 83 en face du port de Casablanca, en face de la ville de Casablanca, avec un déversement d'emballages plastiques, etc. Donc nous avions bien entendu fait ce qu'il fallait, exigé des cautions bancaires avec les armateurs, etc. Mais il y a une responsabilité collective qui est là. C'est pour ça que j'attache énormément d'importance également, non seulement à la qualité de l'air, à la pollution de l'air, mais également
aux problèmes au niveau marin. Nous sommes bien entendu conscients de l'urgence de l'action, mais les négociations complexes, où je le dis encore une fois, le consensus est plus important que le résultat, une approche aujourd'hui plus pragmatique s'impose avec, par exemple, la réduction des plastiques à usage unique qui était revenue à cause de la pandémie, mais enfin, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à promouvoir de manière un peu plus forte la responsabilité élargie des producteurs, la lutte contre les points chauds de pollution, etc. L'autre point, c'est une approche, bien entendu, soutenue par des mécanismes de financement et pas uniquement innovants. Enfin, il faut qu'on fasse un peu plus que dire que ce sont des financements innovants. Notre contribution déterminée nationale marocaine 3.0 que nous avions présentée à l'occasion de la COP Belém a comporté quelques innovations justement. Et une des innovations dont je suis la plus fière, et je remercie les équipes qui ont eu l'ouverture d'esprit de travailler là-dessus, c'est de dire aucun pays ne peut être plus innovant que son secteur le plus difficile à dépolluer. Donc nous avons relié, et je m'arrête là, je vois que nous avons relié notre CDN.0 et l'accès au financement climatique et au financement environnemental internationaux au taux de rendement interne, au taux de rentabilité des principaux des secteurs, les hardest to abate sectors. Voilà, donc c'était très important pour nous de faire cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Leïla. Effectivement, j'ai le mauvais rôle, mais on a pris beaucoup de retard que malheureusement on ne pourra pas reporter complètement. À vous, Madame Marie Muthoni Muriu, secrétaire d'État du département de la santé publique au Kenya. Merci beaucoup d'être là. Thank you very much, Excellencies, Honorable Ministers. It's very profound to be here today, and I want to thank the government of France for organizing this. And I want to give clear examples from where I come from. In Kenya, and indeed the Global South, we do not merely study the concept of environmental health. We live a stark reality every single day because we witness the environment's impact on health when shifting climate patterns that push malaria-carrying mosquitoes into previously safe highland regions of Kenya and other parts. So in Kenya, when we talk about policies, our answer is that public policy must be very bold, and it must be very localized, and it must act as a shield for the most vulnerable. So policy is a bridge between scientific alarm and tangible human protection. And allow me to share a few examples of what has happened. First, confronting the chemical and plastic burden through legislation. Long before the current global momentum on plastics, Kenya recognized that environmental degradation directly translates to public health degradation. So in 2017, we enacted one of the world's strictest bans on single-use plastic carrier bags. And we implemented this policy not just as to clean our streets, but as a public health intervention to protect our water sources from toxic leaching and our food chains from the infiltration of microplastics. We have since reinforced this with the Sustainable Waste Management Act of 2022. And this mandates a shift from a linear to a circular economy. By regulating how waste is managed at the source, our policies are systematically reducing the environmental release of hazardous chemicals into the Kenyan exposome. Second, the addressing of air quality through clean air cooking initiatives. The burden of respiratory diseases caused by household air pollution remains unacceptably high in sub-Saharan Africa. And in response, Kenya has integrated environmental goals with public health outcomes by aggressively promoting the transition of clean cooking technologies. We do not view clean
cooking merely as an energy or any environmental policy. But we view this as very critical, preventive health policy that directly saves the lives of the women, the children, and the vulnerable. And the third thing that we have been able to do is the One Health approach at the grassroots. You cannot manage environmental health from the capital city alone. So recognizing this, the Kenyan government recently deployed 831 community health promoters under our Afya Nyumbani. Afya Nyumbani means health at home initiative. And these promoters serve as frontline environmental health sentinels. And they are in every village, educating households on proper sanitation, safe waste disposal, and clean water practices, effectively managing environmental health risks at the household level. Furthermore, Kenya has also been a pioneer in institutionalizing the One Health framework. Through the Zoonotic Disease Unit, we have broken down the silos between the ministries of health, ministries of agriculture, environment, and we now seamlessly integrate human, animal, and ecosystem health monitoring, aiming to detect and prevent the next pandemic at its ecological source. So, ladies and gentlemen, while we deploy policies, the challenges of a polluted environment from airborne toxins and forever chemicals like PFAS know no boundaries. National policies alone cannot protect our citizens from globalized contaminants. So while we have made great strides, we acknowledge the hurdles of resource constraints and a rapid pace of climate change. However, we view these challenges as catalysts for innovation. So we continue to leverage on technology for integrated data sharing and surveillance, continue to foster global collaboration to control cross-border disease threats, and we must also invest in our people, training multidisciplinary workforce of health professionals that are equipped for the modern era. So as we look forward, I want to urge this summit to remember that a health-promoting environment requires global solidarity, and we need equitable access to health and environmental data. We also need international regulatory alignment on harmful chemicals, and crucially, we require sustained, accessible green financing that allows developing nations to be resilient, to build resilient health-promoting infrastructure without compromising the economy development. Because a healthy environment is not a luxury, and for all of us, it's fundamental baseline for human capital and human dignity, not just in Kenya where I come from, but across the globe. Thank you. Merci infiniment, chère Marie. Madame la ministre de la Santé d'Arménie, Madame Anaït Avanessian, je vous remercie et c'est à vous. Thank you so much, Excellencies, dear friends. It's a profound honor to present Armenia at this pivotal summit in these very disturbing times. And it's always good not to lose the positive thinking and the hope that health, One Health, that the environmental, very important issues that are alerting us that we need to commit ourselves to very concrete action plans in these disturbing times. It gives us all hope. I want to thank scientists because you are telling that we maybe you feel we feel that you are pessimists, but not. You are alerting us, and you need to continue alerting policymakers to be very focused and see the risks that are now in our world, but also these risks
risks are getting bigger and bigger, and the steps that we are prolonging to take into our agendas makes the expenses and the cost of not doing the proper measurements now more and more. I would like to share Armenia's story as a middle-income country, how we do see the One Health policy in our government, and what are the commitments of Armenia to tackle these very difficult challenges. So we have adopted the second phase of legal drafts on banning the single-use plastics, and it is starting from the 1st of January 2027. But we understand that only taking the policies and laws is not enough. So we have a lot to work with our population, with our market economy, to have the proper transition, because the transition is very difficult and it needs funding, it needs communication, it needs behavioral change, which is very difficult to come up and have this political will, not to go back to the policies that we had before, but go forward. And we commit also to biodiversity, global diversity framework, and I'm happy that Armenia is hosting the COP17 this year in October in Yerevan, and would love also to see many colleagues there in Yerevan and to continue this dialogue. And from our perspective, we see that these platforms, these joint efforts, of course, they give very concrete results. Because not only science, but not only the public health statistics give us the whole picture, but also in our families. We see relatives, we see our very close friends who suffer from the effects of pollution, of environmental impact on our health. And this is very important that we don't lose our vision and go forward with these joint efforts to the more safe environment, to more valuing of everyone's life and seeing the safe environment as a basic human right. Of course, we also see that the international donors and countries, EU, have a very important role for helping middle-income countries to go with this transition. And I'm happy also that in upcoming time we have a visit of President Macron to Armenia, and we appreciate a lot all these investments in economy in terms of also keeping in focus our environment and things like plastic reduction and other issues. So thank you, and let me also once more to impress Armenia's commitment to the declarations that we are going to adopt today and all the measures that we are doing together. Merci, merci infiniment, mesdames. Vous incarnez avec force et conviction justement cet engagement constant, et un immense merci d'avoir été là ce matin avec nous. Je vais inviter nos derniers panélistes. Je vais faire une présentation très rapide et vous présenterez vos solutions après le temps scientifique, après le temps justement d'engagement politique. C'est maintenant le temps des solutions. Donc je vais demander à Pierre Breton de l'ANSES de venir, à Emmanuel Guichard de la Fédération des entreprises de beauté de nous rejoindre, à Pierre-Yves Burlot du groupe Séché, à Jurgis Sapianskas, pardon, je suis désolée, j'avais essayé, Sapianskas,
du Fonds vert pour l'environnement mondial, ainsi que Marie-Ange Sarakayao du Fonds vert pour le climat, de pouvoir justement nous parler de leurs solutions avec évidemment les questions de financement en toile de fond. Monsieur Pierre Breton, je vous laisse démarrer. Merci Anne-Cécile. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette table ronde pour représenter et puis parler au nom de l'initiative que j'ai la chance de porter depuis un an, qui est donc le Green Data for Health. Et merci Monsieur le député Clergeau d'avoir évoquer cette plateforme qui, pour en dire un mot très rapide, est une plateforme qui permet d'essayer de connecter les données environnementales et sanitaires entre elles pour pouvoir effectivement, à travers des cas d'usage, essayer de prouver, d'argumenter les effets effectivement de l'environnement sur les santé. Et pour pouvoir effectivement mieux comprendre quels sont les impacts de l'exposome et essayer de répondre à des questions qui aujourd'hui évidemment changent énormément, évoluent, sont bousculées. Effectivement, de plus en plus de questions autour des raisons des augmentations des cancers, des effets des différentes pollutions dont on découvre quasiment chaque jour presque une nouvelle pollution sur notre santé. Et puis on comprend de plus en plus effectivement et les éminents scientifiques qui nous ont précédés nous ont expliqué tout ça très bien. Et puis effectivement, comment le changement climatique va en fait augmenter les effets de ces pollutions et donc derrière les effets sur les santé. Et donc en fait pour pouvoir regarder toutes ces différentes informations, tous ces impacts, en fait on a besoin d'une première chose. Il y a une première étape en fait, et cette première étape c'est la donnée. C'est comment en fait on arrive à avoir une donnée qui se parle, à faire en sorte qu'une donnée qui décrit un polluant soit la même dans tous les compartiments. C'est-à-dire est-ce que par exemple si on regarde un PFAS en question, est-ce que ce PFAS a le même nom dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, dans les sols, parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Et ensuite, est-ce qu'une fois que ce même polluant a la même identité, le même format, le même langage dans tous ces compartiments, est-ce que dans un autre pays il en est également de même? Et donc tout ça c'est vraiment, je dirais, l'étape numéro 1, le carburant du One Health, c'est vraiment la donnée. C'est si on veut réussir à pragmatiquement avoir une approche One Health, il nous faut pouvoir parler le même langage avec les données. Et en fait, pourquoi c'est indispensable de pouvoir faire ça? Parce que si effectivement on arrive à maîtriser ces données, on pourra mieux manager en fait nos politiques publiques, on pourra mieux évaluer, mieux discriminer aussi, parce que ce qui est important aussi, je pense, de comprendre, et je pense que les présentations présentes ont bien montré, c'est qu'à mon avis, et je ne pense pas être le seul à penser ça, on ne vivra pas dans un monde sans pollution. Je pense qu'il faut être assez clair là-dessus, le zéro pollution n'existe pas. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est de regarder comment on manage et comment on apprend à vivre avec, et en fait, comment on arrive à voir quelle pollution a vraiment un impact grave sur lequel il faut agir, quelle pollution est peut-être moins problématique. Et pour ça, on a besoin de données extrêmement nombreuses, très importantes, ce qu'on appelle des données massives, qui vont nous permettre d'avoir une profondeur statistique suffisamment importante pour aller regarder effectivement l'impact sur les différentes santé de ces pollutions. Donc là, je pense qu'il y a quand même des choses évidemment qui se passent sur ce sujet de la data. Il y en a vraiment beaucoup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour préparer le sommet, on a démultiplié les rendez-vous avec le Green Data for Health. On a organisé des webinaires, on a eu la chance d'être aussi très en lien avec la fondation One Sustainable Health for All qui nous a permis de très vite toucher, je dirais, un très grand nombre de pays pour pouvoir aborder ce sujet de la donnée et voir
concrètement, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'en France, on a évidemment l'exemple du GD4H, du Green Data for Health, qui accompagne certains cas d'usage très concrets de réutilisation de la donnée. Et en fait, grâce à ce travail de préparation du sommet, on a pu voir effectivement que dans le monde entier, on avait des exemples de croisement de données, de bruit, de données de trafic, pour voir l'impact sur le sommeil, l'impact sur les maladies cardiovasculaires. On a regardé aussi comment certains pays combinent les données climatiques, sanitaires, pour essayer d'anticiper les effets sanitaires des vagues de chaleur. On a vu même des expérimentations extrêmement intéressantes avec des villages entiers qui arrivent à connecter toutes les données environnementales et sanitaires pour créer des villages One Health complets, où quand on fait varier un paramètre X ou Y, on arrive à regarder l'impact sur les différentes santé de ces variations. Et donc en fait, aujourd'hui, ce que ces exemples montrent, c'est qu'en fait, c'est évidemment possible, robuste et utile d'agir et d'utiliser, de réutiliser les données, que nous ne sommes pas dans un sujet évidemment théorique, que le sujet est en mouvement, mais ça montre aussi qu'il y a quand même encore aujourd'hui une sorte de dispersion assez importante du sujet, que l'on a probablement besoin de cadres communs pour pouvoir partager ces cas d'usage, parce qu'il ne faut pas qu'on reste évidemment en silo, et on a beaucoup parlé du sujet du silo hier au colloque scientifique. Il ne faut pas que ça reste localisé, il faut surtout que ces initiatives se connectent entre elles à travers les données. On a besoin effectivement d'une cohérence d'ensemble et de faire converger ces initiatives et surtout les données qui permettent en fait de rendre possible ces initiatives. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce sommet One Health, on est vraiment à ce moment où en fait on se rend compte de tout ce qui se passe au niveau international sur la data, et c'est le bon moment pour se dire nos techniciens, nos chercheurs travaillent sur ce sujet des données, se parlent, peut-être pas forcément assez, et donc faisons monter ce sujet technique qui est technique de la data à un niveau politique, et essayons de voir comment on peut demain essayer de parler tous le même langage. Et j'aime bien prendre cet exemple de dire qu'un jour, il y a très longtemps, en France, tout le monde parlait sa propre langue, son propre dialecte, son propre patois local, et on a décidé qu'il fallait qu'on parle tous une seule langue pour se comprendre. Sur la donnée, c'est exactement pareil. On en est à ce moment-là où effectivement, dans chaque pays, chacun a ses propres formats, ses propres standards. Il faut qu'on en aille beaucoup plus vite sur le travail, sur les travaux qui sont en cours, pour essayer de faire en sorte de faire converger ces différents formats et standards de données. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans un besoin de tout de suite penser la centralisation des données, le stockage au même endroit, l'obligation de partage de manière contrainte. Il faut surtout qu'avant ça, on arrive à se parler le même langage de données pour ensuite demain pouvoir facilement faire des connexions sur des cas d'usage précis, mais en tout cas pouvoir ne plus avoir besoin de se poser la question de savoir si de chaque côté du tuyau, la donnée sera la même et pourra vraiment se parler et pourra vraiment dire la même chose, parce que en fait, le risque, si on n'a pas ces données qui sont dans le même langage, c'est que l'on ne soit pas, cohérent dans le message que l'on délivre et que l'on produise de la fausse information, de la fausse interprétation. Et c'est ce qui est très très dangereux aujourd'hui, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Donc voilà, pour essayer de conclure mon propos, je pense que aujourd'hui, il faut que les États comprennent que la donnée est une opportunité d'améliorer la prévention, d'anticiper les crises, de mieux protéger les populations, et que ce sommet va vraiment nous permettre et doit nous permettre de franchir un cap, de faire monter ce sujet de la convergence des données au niveau politique, et d'engager une dynamique de convergence à l'échelle internationale pour pouvoir réellement effectivement faire du One Health, pour pouvoir réellement mieux prévenir, mieux anticiper, mieux protéger, et surtout apporter une information qui soit la plus vérifiée possible, et c'est très important en ce moment. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Emmanuel, je vous propose de poursuivre. Merci beaucoup. I will express myself in English. So Emmanuel Guichard, I represent French Cosmetic Association, and I'm here to bring a business perspective to this panel. And I would like to thank DGPR for the invitation to join. First thing is the sector, so the beauty sector, the cosmetic sector, believes in science. And
as a commitment, we are a founding member of a platform which is called the PAPER platform. And the PAPER platform is a public-private initiative which develops and validates robust testing method for identifying endocrine disrupting molecules. Today, we spoke a lot already about endocrine disruptors, but the truth is that detecting them and measuring them is still a challenge. So PAPER develop and overall is validating robust method in order to test them. And it's very important also for cosmetic industry because we have a voluntary ban on the use of animal testing. Before explaining how we manage to substitute microplastics and PFAS in our product, I would like just to explain that it's very challenging actually to substitute an ingredient by another one in a cosmetic formula. Why? Because when you want to change one ingredient, it's not substituting just one molecule by another. Usually we need to redo 100% of the formula. A very good example for you to understand is about perfume. In a perfume, usually you have between 30 and 50 ingredients. Most of them are plant extracts. And each time we change one ingredient, we need to reformulate the perfume. Why? Because it will smell completely different, and your nose is a very powerful device. And when we reformulate a perfume, and it's not exactly the same smell, we receive complaints worldwide from all our customers saying, what did you do to our perfume? So it's not that easy to do. And usually when we substitute, it's not one molecule by one. Usually we need 5 or 10 molecules to reobtain exactly the same functionalities as the previous molecule. So for microplastic, for example, how are we managing the removal of microplastic? In fact, it's not a removal of microplastics, it's a removal of polymers, which is not exactly the same thing. So we do it progressively. First thing, the easy thing, is to substitute microbeads, microbilles. These microbeads are present in, for example, shower gel for exfoliating and scrubbing. And this one, we can substitute them with minerals, like sand, for example, or with innovation, for example, with apricot kernels, which are grounded, and you use this as exfoliator. But still, it's not one ingredient by another. We need to reformulate. The second thing is rinse-off products. So the products that if you take the shower, they will leave immediately. These products are the second one we substitute because it's easier. And by substituting microbeads and rinse-off products, we are able to remove 87, so close to 90% of all the microplastic used in the industry. Then we still have difficult things, and that's part of my testimony, is to explain that in some cases it's easy, like for example microbeads. Sometimes it's very difficult, and the very difficult thing for us is some makeup and all the nail products. And for them, we are still developing, working on research and development, but we do not have immediate solution. Another thing is the PFAS. And it may be a bit surprising and even provocative, but actually it's easier for us to substitute PFAS than microplastics. Why? Because the functionality of PFAS, which are forever chemicals, are not used in cosmetics. It's for very permanent industry, and for us, of course, cosmetics is very ephemeral industry, and all the products you use, usually it's just for the daily use. But so the first thing is there were no real use of PFAS. Second thing is we discover that some molecules we are using were classified as PFAS, because as you know, PFAS is carbon plus fluoride. And so we discover that some of the molecules were PFAS. And so we were able to voluntary substitute, so to have a voluntary commitment to stop the use of PFAS. And this was not done in 1 year. It's quite a long, longer process.
And thanks to this voluntary commitment, at the end there were only 6 molecules that could be classified as PFAS, and we were able to support the French law banning PFAS because it was in line with our calendar. So as a conclusion, my advice, if you want to do substitution in our sector and in many other sectors, is first to have science, because we need robust methods to measure. And for a government here, please join the paper initiative from DGPR. And then a priority, first you need to substitute where you can have a big impact. Third thing, do not forget about industrial time. We are industry, so it's always taking a long time to change the process. And so we need always transitional period. Otherwise, you can have a huge economical impact for a very limited environmental impact. And the last thing about science is, it was said earlier, zero does not exist. So substitution or replacement means, in fact, to determine, and this is a political decision, a technical decision, to determine a threshold. If you are over the threshold, there is. If you are lower the threshold, there is no, or the opposite. Thank you very much. Merci beaucoup Emmanuel. Pierre-Yves, à vous de continuer. Merci Anne-Cécile, Madame la Ministre, bonjour, merci à DGPR pour l'invitation. Je représente le groupe Séché, un groupe français international spécialisé des questions de dangerosité, notamment de gestion de déchets dangereux. Je vais zoomer sur deux angles sur lesquels je pense qu'il est intéressant de travailler collectivement. Un angle sur la pollution plastique et un angle sur les PFAS. D'ailleurs, félicitations à l'ensemble des scientifiques pour leurs travaux et qui permettent ensuite d'orienter le travail des industriels. Pour commencer sur la pollution plastique, on le voit aujourd'hui en France, en Europe, on fait partie des régions du monde où la réglementation est la plus ambitieuse en matière d'économie circulaire. Et malgré ça, alors même que le tri se développe beaucoup, les déchets, une fois triés, sont envoyés de pays développés vers des pays en développement. Pourquoi ? Parce que en général, effectivement, c'est beaucoup moins cher de faire cela. On est sur des normes environnementales et sanitaires qui sont inférieures à ce qu'on peut retrouver en Europe. Et donc, effectivement, il y a une exportation du risque sanitaire des pays développés vers les pays en développement. Et donc, on ajoute aux problématiques locales de certains pays en développement un fardeau des pays développés. Ce point est extrêmement préoccupant puisque on va contaminer effectivement des populations avec nos propres déchets et par ailleurs on va avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que ces déchets, notamment ce plastique, qui peut être en partie recyclé, ils vont ensuite incorporer des nouveaux produits, des biens de consommation qu'on va ensuite importer en Europe. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces plastiques, et ça a été dit par les différents scientifiques, gardent la mémoire des pollutions. Et donc on va retrouver en importation sur des biens de consommation courante des déchets, des produits qui sont imprégnés de substances qui ont parfois été interdites depuis des années, voire des dizaines d'années, des bisphénols, des phthalates. Et donc voilà, on a la mondialisation finalement des échanges de déchets qui impactent effectivement les pays en développement, mais aussi indirectement les pays développés. Et donc typiquement, collectivement, on pense aujourd'hui qu'il faut restreindre ces exports de déchets, notamment les déchets plastiques, des pays développés, aller jusqu'à des interdictions fermes pour éviter effectivement pour permettre de mieux maîtriser ces risques de pollution et ensuite ce risque de dilution de substances interdites dans de nouveaux produits. Donc ça c'est le premier angle qui nous semble important de continuer à travailler dans un principe de proximité. Le déchet n'est pas une marchandise comme une autre. Deuxième angle important qui nous semble effectivement stratégique de développer, c'est la lutte pour la dépollution et l'arrêt des disséminations des PFAS dans l'environnement. Alors, les constats sur les PFAS ont été documentés. Les études scientifiques continuent à alimenter les différents risques associés à ces substances. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions de traitement qui permettent d'éliminer ces substances. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, des solutions industrielles qui existent parfois depuis plusieurs dizaines d'années permettent ce qu'on appelle la minéralisation, donc le traitement à haute température de ces substances et donc leur destruction.
C'est notamment ces installations qui permettent de détruire les PCB, les bromés, les organochlorés, voilà, des polluants qu'on a découverts au fur et à mesure du temps et maintenant qui disposent de solutions de traitement adéquates. Aujourd'hui, la problématique sur les PFAS n'est pas la capacité des acteurs industriels à répondre à cet objectif d'élimination, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des solutions qui existent, qui sont éprouvées industriellement. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est un cadre réglementaire qui permet de répondre à ces objectifs de dépollution. Il faut aujourd'hui pouvoir normer les déchets pour les classer en fonction de leur dangerosité, en fonction de leur teneur en PFAS. Il faut pouvoir réglementer les rejets aqueux des industriels. Il faut pouvoir travailler sur le retour au sol. Alors la ministre a annoncé il y a quelques minutes la réglementation sur les boues de stations d'épuration, qui est un vrai facteur de dispersion de ces substances dans l'environnement. Et donc effectivement, nous on accueille favorablement ce type de réglementation puisqu'on va permettre de créer un cadre qui va ensuite permettre de passer d'une phase de dispersion de ces substances dans l'environnement à une phase de résorption et de dépollution par des acteurs effectivement qui ont des capacités pour répondre à ces enjeux. Donc voilà, deux angles morts qui montrent que recherche scientifique et solutions industrielles peuvent se rejoindre si on a un cadre réglementaire robuste qui permet de protéger notre environnement et notre santé. Merci beaucoup, Jurgis. Je vous laisse poursuivre. Merci. And Excellencies, dear colleagues, I will continue in English. Let me first thank the government of France for inviting the Global Environment Facility, which I represent, the GEF, to this important discussion, and extend regrets from our CEO, Claude Gascon, who couldn't make it here. Is actively preparing the final meeting of our replenishment for the period 2026 to 2030, which is happening the day after tomorrow. So I had two main messages for you. The first one has been well covered by all participants. So I think this summit and this session really help us to acknowledge the extent and the scale of the problem, and that we need to embrace environmental action as a cost-effective solution to improve global public health. So I will not go further than that, but just to say this is really embedded in the GEF strategy. Since 2022, we have a new vision, long-term vision, which is healthy environment for healthy people, and we really embedded that in our strategy. We have a large mandate. For those who do not know us, we help developing countries implement 6 conventions, 6 multilateral environmental agreements. And today, as solutions, I will focus on the work we do in reducing toxic exposures as part of our mandate for the Stockholm Convention on persistent organic pollutants, the Minamata Convention on mercury, and other global chemicals framework. Over the past 15 years, the GEF has allocated close to $2 billion US for about 500 projects worldwide, really targeting pollution from harmful chemicals and waste. And this large body of work leads me to what is my main message here. Obviously, we don't have all the answers, and we have to be humble given the scale of the problem. That was the message from the minister. But many policy and technological solutions do exist. They are ready to be scaled up with political will and adequate funding. I will take 2 examples from our portfolio. First on PFAS, the extent, pervasiveness and consequences of PFAS have been explained. One of the significant sources of PFAS contamination worldwide is the use of a specific type of firefighting foam, which is called aqueous film forming foams, AFFF, which has been the industry standard in firefighting to fight liquid fuel fires for more than 50 years. Safe alternatives do exist. They just need to be adopted. There is currently a movement from few countries and regions, including the EU, putting in place a progressive restrictions and ban on those toxic foams. But this is happening quite slowly, especially in developing countries. So that's why last year we launched, in partnership with colleagues from the UN Environment and the International Civil Aviation Organization, a 10 million project, 82 million in total, 10 million from the GEF, to help 5 African countries to phase out the use of those toxic foams, and major airports in Egypt, Ethiopia, Kenya, we had the ministers just before, Nigeria and South Africa. This is expected to promote the safe removal of more than 400 and 500 tons of PFAS contaminated material, and the safe disposal of 130 tons of PFAS foam concentrates.
Beyond the particular airports we're targeting, we really hope that this initiative will lead to a higher scale project for the aviation sector at large. Turning to plastics, over the past decade, the GEF has funded plastics-related projects for over 1 billion in more than 120 countries. Overall, our investment have prevented 25 million metric tons of plastics from entering the environment or waste streams around the globe. This is significant. Our projects have addressed plastic pollution across the entire value chain, from downstream activities, looking at sea-based marine plastic litter removal, midstream, promoting reuse and recycling, to upstream, which is preventing the production and consumption of single-use plastics. Clearly, it has not been enough. And what it has taught us, our experience, is that if we really want to tackle plastic pollution, we need coordinated actions across governments, industry, civil society, and communities. We need a life cycle systems approach across borders. And clearly, we need stronger efforts midstream and upstream. That's why a few months ago, we launched, again, with many partners, an integrated program called Plastic Reboot. This one really focuses on single-use plastic in the food and beverage industry across 15 countries and across the entire value chain. We have one part of the program is helping Morocco for a circular economy of plastics in the food and beverage industry. This is in total a $600 million initiative with more than $100 million from the GEF in grants to really bring global coordination, national action, and a broad ecosystem of stakeholders working together. In the coming 4 years, the GEF will continue to support plastic action with an expanded integrated program building on Plastic Reboot. We'll also continue to fund interventions under the Stockholm Convention to tackle hazardous chemicals in plastics. And as Ambassador Pompili highlighted, there's currently discussion towards a plastics treaty. The GEF is one of the options under consideration to become its financial mechanism. And obviously, the GEF stands ready to serve the new instrument should countries request it. I will just conclude by thanking in advance all potential contributors that would pledge support to the GEF9 replenishment this coming Thursday. Thanks to their support, the GEF will continue to be the reliable partner developing countries need to have ambitious action on pollution and planetary health. And with that, I thank you. Thank you so much. Marie-Ange, c'est à vous. Mesdames et messieurs, distingués collègues, je vous remercie de me donner l'occasion de parler avec vous aujourd'hui. Je crois que les intervenants qui ont pris la parole plus tôt ont mis en avant une vérité simple, qu'il n'y a pas de population en bonne santé sans environnement sain. Et en fait, le changement climatique, la pollution, la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes ne sont plus des crises distinctes. C'est exactement là, précisément, que le Fonds vert pour le climat intervient et a un rôle important à jouer, étant donné son rôle cross-sectoriel. Notre mandat est l'action climatique. C'est une action climatique qui doit être efficace, protéger la santé, mais aussi s'inscrire dans un investissement systémique. On en a beaucoup entendu parler précédemment. De façon plus précise, il s'agit d'investir dans des systèmes plus résilients, dans l'alerte précoce, dans l'eau, dans les systèmes alimentaires, dans l'énergie. Et aujourd'hui, le Fonds vert a investi plus de 20 milliards de dollars américains, mobilisant 60 milliards de dollars en cofinancement, avec beaucoup de partenaires ici présents et le secteur privé. Cela signifie que chaque dollar engagé par le Fonds permet de mobiliser environ 4 dollars supplémentaires en faveur de l'action climatique. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, vu les besoins dont on a entendu parler. Et cet investissement, de façon plus importante, touche déjà plus de 250 millions de personnes. Et évidemment, on veut accélérer cette action. Le fonds, dans ce cadre-là, a investi plus de 2 milliards de dollars américains dans les initiatives climat-santé dans près de 60 pays. De façon concrète, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire, par exemple, dans les Caraïbes, dans le cadre d'un projet de préparation au changement climatique et à la santé, mené par PAHO et le Fonds, les pays sont appuyés pour évaluer l'empreinte carbone du secteur de la santé et appliquer des outils intégrant les considérations relatives à la pollution de l'air dans les politiques climat-santé. Mais nous voulons en faire beaucoup plus, et c'est là où justement le partenariat devient très important. Notamment le partenariat avec nos collègues du Fonds mondial pour l'environnement mondial, où nous travaillons de façon de plus en plus complémentaire. Et depuis 2021, nous travaillons dans le cadre d'une vision à long terme et de façon pratique, une programmation pays coordonnée, notamment par des plateformes pays, des connaissances partagées, des indicateurs partagés et des outils de transparents conjoints et évidemment un recours à des cofinancements avec le secteur privé. Dans le cadre de ce sommet, je suis vraiment très heureuse d'annoncer que le Fonds vert pour le climat, en partenariat avec Africa CDC et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, lance un nouveau projet santé et climat, un projet régional en Afrique, le programme Building Climate Resilient Health System and Community Wellbeing in Africa. Ce programme phare est élaboré par Africa CDC en partenariat avec le Fonds mondial au bénéfice des populations du Burundi, de la République démocratique du Congo, dont le ministre est ici présent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et la Guinée-Bissau. Ce programme représente une proposition d'adaptation du fonds d'un montant de 100 millions de dollars américains, sujet à l'approbation du Conseil, dans le cadre d'une enveloppe programmatique de 166 millions de dollars, financée donc conjointement avec le Fonds vert et le Fonds mondial. Ce programme devait bénéficier environ 3 millions de personnes. Et dès à présent, pour démarrer la mise en œuvre des travaux, 4 millions de dollars sont disponibles et vont être déployés au titre de la facilité de préparation. C'est exactement le type d'investissement soutenu par des partenaires adaptés aux réalités des pays. On a beaucoup entendu parler précédemment par les autres ministres comme c'est important, et susceptible d'être déployé à grande échelle dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc permettez-moi de conclure. Il n'y a pas de développement résilient si nous continuons à traiter le climat, la pollution, la nature et la santé comme des agendas distincts. Ils ne sont pas distincts, ils sont profondément liés. Et nos financements doivent désormais refléter cette réalité. Au Fonds vert pour le climat, nous sommes déterminés à faire progresser cette ambition à grande échelle avec l'ensemble de la communauté One Health. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure cette session ministérielle. Oui, vous pouvez regagner vos places. Vous allez être dans quelques temps un petit peu remplacés. Merci infiniment pour la richesse de vos interventions. Ce qui vient de se passer dans cette salle, je vais prendre celui-là, ce qui vient de se passer dans cette salle, en 1h15, 1h30, on a pris du retard, on n'a pas pu évidemment tenir totalement les délais, est complètement remarquable. Et je voudrais vraiment remercier la DGPR pour l'organisation de cette session, et puis d'une manière générale, le secrétariat général au One Health Summit, justement, et notamment Monsieur Anthony Chamuseau et toute son équipe. Oui, ce qui vient de se passer ce matin dans cette salle est remarquable. Des scientifiques, des ministres, des ambassadeurs, des chefs d'entreprise, des fondations, des élus, tous d'accord sur un constat que la science documente depuis 20 ans et que la politique a trop longtemps esquivé. Notre environnement est contaminé et cette contamination nous tue. Alors un grand merci aux scientifiques. Merci Mégane Dinet et Xavier Koumoul. Vous nous l'avez dit, sans détour, les polluants abondent notre environnement et s'accumulent dans notre corps. Pas dans le corps de quelques-uns, dans tous les corps, par-delà les frontières, par-delà les catégories sociales, à tous les âges de la vie.
Christophe Clergeau a mis un mot sur ce que nous vivons, l'exposome. Notre santé n'est pas seulement ce que nous mangeons ou ce dont nous héritons, c'est ce que nous respirons, ce que nous buvons, ce que nous touchons depuis le premier jour de notre vie. Des chiffres qui obligent à adapter, qui obligent à se positionner et à agir. 1,4 million de morts par an en Europe du fait de facteurs environnementaux évitables. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des gens que nous connaissons. Et si nous décidions demain d'arrêter vraiment, entre 73 et 4 573 milliards d'euros sur 25 ans pour dépolluer, voilà le prix de notre inaction. C'est vertigineux. Voilà ce que nous léguons à nos enfants si nous continuons comme en avant. Barbara nous l'a prouvé, même quand le multilatéralisme vacille, merci. Même quand les alliances se reconfigurent, il reste possible d'y croire et d'y retravailler. C'est ce que nous faisons dans le cadre de négociations internationales sur la pollution plastique. Pierre Breton nous a montré que les données croisées avec intelligence deviennent un outil de politique publique. Le Green Data for Health est une infrastructure rare. Gardons-la ambitieuse. Emmanuel Guichard et Pierre-Yves Burlot nous ont rappelé que le monde de l'entreprise n'est pas condamné à subir la transition. Il peut la porter, il peut innover en aval et en amont de ces pollutions. Enfin, un grand merci à Yorgis Sapienskas, à Marie-Ange Sarakayao d'incarner la solidarité internationale et de financer les projets à travers le monde. Nous le savons, les PFAS que nous retrouvons dans le sang de nos enfants, de mes enfants en Haute-Savoie natale, sont la conséquence d'une longue chaîne de production qui a parfois pu faire plusieurs fois le tour du monde. Cet après-midi, nos chefs d'État et de gouvernement se réuniront. Je veux qu'ils l'entendent clairement. Nous vous soutenons quand vous êtes ambitieux et nous vous demandons des comptes quand vous ne l'êtes pas. Surtout, nous pouvons proposer des textes que vous n'imaginez même pas encore, nous les parlementaires. Nous l'avons fait en France avec la loi PFAS, avec la loi sur l'impact environnemental du textile par exemple, et bientôt sur les produits ultra transformés. La coalition parlementaire, pardon, j'ai loupé quelque chose. Je suis allée un petit peu vite. Je vais reprendre. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était l'occasion d'annoncer en fait la coalition parlementaire. Justement, aujourd'hui, nous avons des attentes très précises. Et justement, je vais faire venir tous les parlementaires qui souhaitent signer cette coalition, qui nous ont rejoints justement. Nous annonçons aujourd'hui une coalition interparlementaire pour pouvoir être extrêmement fort justement sur ces enjeux et notamment sur ces enjeux parlementaires que nous avons portés à travers différents textes et que nous porterons encore puisque, comme je vous le disais, ça n'est absolument pas terminé. C'est l'occasion de créer un espace de dialogue permanent, d'harmoniser les normes, de partager nos connaissances, de partager les bonnes initiatives, de les harmoniser, ce qu'on fait depuis 2 jours en fait, ce que l'on cesse de faire, d'adopter des cadres législatifs ambitieux sur les perturbateurs endocriniens, sur les PFAS, sur les santé des sols, sur la santé de l'eau. Et surtout, c'est faire basculer nos budgets de la gestion de crise vers la prévention. Vous l'avez entendu, c'est là que tout se joue et c'est là où se joue vraiment la bataille économique et sanitaire de ce siècle. Alors, je vais vous demander, notamment Agnès Pannier-Runacher, de venir nous rejoindre. Et j'aimerais aussi que M. Ladi Yango Tikala Senga, notre député congolais, merci beaucoup d'être là. Ils vont nous dire un petit mot et je vous redirai un petit mot sur la coalition. Et tous les parlementaires qui signent la coalition, alors tous ne sont pas présents ici physiquement, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas tous se joindre à Lyon, mais en revanche, ils sont nombreux, avec de nombreux pays, 15 pays représentés qui vont nous rejoindre. Donc Véronique, Guillaume, Béatrice, Cyril, je vous laisse nous rejoindre aussi. Christophe, évidemment. Venez, venez.
Bonjour à toutes et à tous, et je salue parmi ceux qui sont restés ministres, députés et responsables, chacun en ses grades et qualités. Vous l'avez compris, le One Health, ce n'est pas un slogan, c'est un enjeu, comme l'ont très bien rappelé les scientifiques, ils l'ont fait en l'appliquant à quelques parties très résiduelles du sujet One Health, notamment le sujet des plastiques. Ce qui est en jeu, c'est des millions de morts précoces, des dizaines de millions de pathologies chroniques, probablement des dizaines de milliards d'euros de coûts pour les finances publiques des différents États et des centaines de milliards d'euros pour les économies de ces différents États. Donc au fond, ce n'est pas un sujet de ministre de la Santé, ce n'est pas un sujet pour ministre de l'écologie comme j'ai pu l'être, c'est un sujet pour tous les ministres et c'est un sujet pour tous les gouvernements et tous les leaders gouvernementaux. Et moi, je voudrais retenir 4 messages de ce qui a été dit ce matin. Le premier message, c'est donc que ça va bien au-delà de la santé. Le deuxième message, c'est que la science est clé pour éclairer ce que nous devons faire, mais la responsabilité politique est intacte, car à certains moments, nous avons des choix à faire et la science n'éclaire pas tout, car il est difficile d'établir, et vous l'avez très bien expliqué, des relations de causalité très précises face à plus de 100 000 polluants dont on ne connaît, ou on est loin de connaître tout. Par contre, on peut prendre des décisions sans regret tout de suite, et décisions qui protègent nos populations. La troisième chose, c'est que qui peut prendre ces décisions? Eh bien, ce sont des députés. Ils sont ici, c'est eux qui font la fabrique de la loi, c'est eux qui contrôlent les gouvernements, c'est eux aussi qui affectent les budgets et qui peuvent les orienter vers le One Health et vers cette approche beaucoup plus inclusive. Le quatrième message, c'est que nous sommes tous interdépendants. Nous l'avons vécu dans notre chair il y a plusieurs années. Une zoonose qui démarre à quelques milliers de kilomètres d'ici peut être la crise sanitaire ou une des crises sanitaires les plus importantes de cette décennie, ce qui rend cette responsabilité plus importante encore et cette coalition plus utile. Donc merci aux députés qui ont rejoint cette coalition. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient empêchés aujourd'hui pour de multiples raisons, mais nous sommes nombreux et je souhaite qu'on puisse faire grandir cette coalition. Je l'ai vécu, moi, comme ministre en charge de l'écologie au moment des négociations sur le traité plastique à Genève il y a quelques mois. Ce type de coalition, et je salue Philippe Bolo qui aurait pu être là aussi, ce type de coalition donne une très grande force au moment de la négociation parce qu'elle oblige à remettre la science et la politique dans la pièce de la négociation et elle permet à certains moments de démasquer les passagers clandestins. Il y en avait beaucoup lors de cette négociation à Genève. Nous n'avons pas réussi à faire atterrir le texte, mais croyez bien que nous sommes encore très nombreux à vouloir faire progresser ces textes utiles. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Ladi Angotikala, député national de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes collègues de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Et si vous pouvez me permettre de le présenter, honorable Katiboté Mamboyo. Elle est sénatrice. Et honorable Marianne, qui est aussi sénatrice. Merci Anne-Cécile, merci à tous les parlementaires pour la mise en place de cette coalition. Et je prends la parole ici à Lyon, depuis le cœur de l'Afrique centrale, depuis la République démocratique du Congo, avec la conviction profonde que les défis sanitaires qui menacent notre monde commun ne peuvent plus être affrontés en ordre dispersé. Mon pays, la République démocratique du Congo, est à la fois un avertissement et une leçon. Nous avons vécu Ebola. Nous vivons la malnutrition, les zoonoses, les déforestations. Nous portons le poids du bassin forestier, le poumon vert du monde, dont la santé conditionne directement la santé planétaire. Et pourtant, nos populations, notamment celles déplacées, restent le plus vulnérables aux ruptures des écosystèmes que le reste du monde inflige à notre terre. C'est pourquoi l'approche One Health, une seule santé pour l'humain, l'animal et l'environnement, n'est pas pour nous une abstraction académique, c'est une nécessité vitale.
une exigence politique et un impératif moral. En tant que membre de la coalition parlementaire, je m'engage solennellement avec mes collègues qui sont restés en République démocratique du Congo, qui désirent faire partie de cette coalition, devant cette Assemblée, devant mes concitoyens, à porter 3 exigences au cœur de notre action législative. Premièrement, à plaider pour l'intégration de l'approche One Health dans la politique nationale de la santé, d'environnement et de l'agriculture en République démocratique du Congo, dans la région de l'Afrique centrale et de la déclaration de principe. Deuxièmement, à œuvrer à une coalition budgétaire effective pour la surveillance épidémiologique transfrontalière et la préparation aux pandémies, car sans financement, les engagements ne sont que de mots. Et nous devons cesser d'utiliser le One Health comme étant des slogans. Nous devons quitter le parole vers les actions. Je vous remercie. Merci infiniment, merci chers collègues. Donc vous avez bien compris, cette coalition, ce n'est que le début d'une grande aventure où nous allons ensemble soutenir notre ambition très forte pour une politique One Health internationale extrêmement ambitieuse et concrète. Tu l'as dit, effectivement. Nous allons accompagner des actes qui sont déjà, on l'a vu, nombreux. Et c'est vraiment comment on arrive à transformer. Ce qui a été vraiment beaucoup dit pendant cette journée et celle d'hier, c'est comment on transforme cette intelligence collective au service de One Health et comment on va travailler aussi au plus près de chacun d'entre vous, des territoires et de nos concitoyens pour pouvoir aussi porter très fort cette parole parce que je crois que pour pouvoir réussir, il faut qu'on embarque absolument tout le monde. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre écoute et merci à toutes les personnes qui sont intervenues ce matin. Merci beaucoup.